Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes. Autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. L'élan, c'est aussi des conseils, des astuces pour mieux avancer au quotidien avec des personnalités expertes dans leur domaine. Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Véronique. Véronique est une amie qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation en tant que première invitée sur le podcast. Véronique est psychologue aux multiples casquettes, psychologue en libéral, salariée psychologue dans un cabinet de conseil et a différentes missions auprès des sapeurs-pompiers et de l'Institut de victimologie. Pendant notre discussion, je l'ai questionnée sur ses choix de parcours et sur ses astuces pour mener à bien les différentes facettes de sa vie. Au travers de cette conversation inspirante, Véronique a partagé que la curiosité, le sens du travail, la passion sont les clés pour aller au bout de ses aspirations. Je vous laisse avec ce premier épisode. Bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être la première interviewée sur le podcast. Avant qu'on débute notre conversation, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter ? Merci à toi pour cette introduction. Donc, je suis Véronique, je suis psychologue et j'ai différentes activités. Une partie de psychologie clinique, donc qui est auprès des personnes pour les aider à aller mieux, qui est centrée sur le traumatisme, donc suite à des agressions, des accidents. Je reçois les personnes et je les aide ou j'essaye de les aider à aller mieux. Donc ça, je le fais dans plusieurs structures et également auprès des pompiers dans un département. Et mon autre spécialité, elle est autour des risques psychosociaux. Et donc ça, c'est plutôt de la psychologie du travail. Et là, c'est dans les entreprises, comment aider les entreprises à gérer les sujets de stress, de harcèlement, de conflits et tous les sujets en fait humains qui vont venir un petit peu gêner les entreprises dans leur productivité. Merci beaucoup. Alors si on revient un tout petit peu sur ton parcours, en particulier sur tes études de psychologie, est-ce que pour toi être psychologue, ça a toujours été une vocation ? Alors je ne parlerai pas de vocation, mais effectivement ça a été une envie depuis l'enfance, depuis assez tôt. J'ai toujours voulu comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, comprendre comment ils réfléchissent, comment ils pensent, comment ils voient les choses. Et donc la psychologie, ça m'a paru bien répondre à ça. Donc effectivement, c'est une envie depuis très très longtemps et c'est une passion, c'est un métier passion. Toujours en parlant des études, ce secteur il est souvent décrié par manque de débouchés. Comment toi tu l'as vécu, comment toi tu le perçois ? Alors c'est un secteur effectivement qui n'a pas beaucoup de débouchés, on est beaucoup plus de diplômés que de postes actuellement. J'étais au clair avec ça quand j'ai choisi de faire ce métier, c'est probablement pour ça que mes parents m'ont poussé très très fortement à faire une école, la seule école privée de psychologie, parce qu'effectivement il y a un réseau des anciens et c'est un petit peu plus facile de trouver un travail après, parce que aussi il y a une reconnaissance de la formation. Donc je me suis dirigée vers cette école, d'ailleurs parce que je voulais faire de la psychologie du travail à la base, du recrutement, je voulais être chasseuse de tête aussi pendant un moment. Et donc cette école était très reconnue pour tout ce domaine RH. Donc voilà. Concernant les débouchés ensuite, effectivement, il faut pouvoir se démarquer, il faut pouvoir trouver les bonnes expériences qui permettent de faire la différence au milieu de beaucoup de CV. Donc ça, il faut pouvoir se former, aller vers des activités qui permettront de se lancer et puis après d'acquérir une bonne expérience. Et ensuite, après ton master en psychologie, donc après être diplômée et avoir ce titre de psychologue, tu as fait une année supplémentaire où tu es rentrée à l'ESCP pour faire un master spécialisé en stratégie et conseil, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu as fait ce choix ?
Alors, donc, au fur et à mesure de mes études de psycho, j'ai un petit peu approfondi mon projet professionnel et je voulais effectivement garder une double spécialisation avec un côté donc toujours clinique et un côté d'entreprise. Et pour travailler avec les entreprises, je trouvais que la spécialisation travail ou entreprise n'était pas suffisante pour s'adresser à des dirigeants, à des DRH, à des personnes gestionnaires dans l'entreprise, qui sont quand même les sponsors ou les demandeurs des actions. Donc je voulais avoir un passage dans une école reconnue auprès de ces gestionnaires ou dirigeants et puis pour comprendre surtout la logique gestionnaire. Donc la stratégie des entreprises, du coup, le fait de balayer toutes les grandes fonctions de l'entreprise, ça me permettait de comprendre justement le fonctionnement d'une entreprise de façon très très globale. Donc ça me paraissait vraiment intéressant. Donc effectivement, c'était éloigné de la psycho, mais c'était voulu pour pouvoir avoir un pas de côté sur le regard de l'entreprise. Et donc du coup, j'imagine qu'après 5 années en psychologie, se retrouver dans un milieu très différent, qui est une école de commerce avec du coup un univers très particulier, comment tu l'as vécu finalement ce changement ? Alors, c'était très différent, c'était aussi ce que je cherchais, donc j'étais vraiment contente de me retrouver dans une dynamique extrêmement différente, effectivement, au niveau très pratique. Effectivement, la psychologie, elle reste très théorique dans les études. Là, en école de commerce, on passe sur des études de cas, on travaille de façon très très concrète. Donc c'est vrai que c'était vraiment le but recherché. Après, quelques difficultés, j'étais évidemment la seule psychologue dans cette formation. Psychologue clinicienne d'autant plus, donc un peu un objet étranger, mais du coup voilà, ça m'a d'autant plus intéressée, ça me permettait peut-être aussi d'autant plus d'être un petit peu plus libre dans certaines de mes réflexions, parce que j'avais pas le bagage commun et beaucoup d'ingénieurs dans ces formations, donc voilà, j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient des parcours aussi un petit peu différents, et donc voilà, on a pu bien s'entendre et travailler ensemble sur des sujets. Donc c'était plutôt très chouette. Et une petite question, est-ce qu'à un moment donné, sur certaines matières ou certaines disciplines, tu as senti un manque sur ton bagage par rapport justement à cette discipline ? Est-ce qu'à un seul moment, tu t'es dit, mince, là il me manque cette connaissance, ou tu avais quelques lacunes dans certains domaines ? Alors je l'ai eu, et notamment dans une matière où j'étais pas la seule à l'avoir, qui était une matière sur les schémas directeurs des SI, et donc la stratégie pure des systèmes d'information, donc pas du technique, mais à haut niveau la stratégie. Et donc là effectivement j'ai flotté pendant quelques temps avant de capter quelque chose sur toute la partie informatique, parce qu'il y avait une grosse composante dans ce master de système d'information, en tout cas de lien avec les systèmes d'information. Là effectivement j'étais un petit peu plus flottante. Maintenant ça m'a appris énormément de choses et ça me sert beaucoup aujourd'hui, donc c'est plutôt bien, il faut s'accrocher. Et donc du coup, est-ce que toi tu as des conseils justement à partager pour quand on sort comme ça d'un univers à un autre, pour essayer de s'accrocher au wagon ? Mon conseil, c'est de rester curieux, c'est-à-dire qu'effectivement, on change son rapport aux choses, on sort de sa façon de penser aussi habituelle, parce qu'on n'est plus dans les mêmes schémas, plus dans les mêmes référentiels du tout, plus dans le même langage aussi, les mots vont faire résonner en tout cas des représentations différentes, donc rester très curieux, très souple sur sa façon de penser, et puis être prêt aussi à compenser les lacunes, et ça veut dire quand même du travail en plus, ça veut dire du temps passé à essayer de déchiffrer, essayer de comprendre, à discuter aussi avec les gens pour pouvoir réfléchir ensemble, donc voilà, de la curiosité et du temps. Donc si on continue ton cheminement et ton parcours, donc après tes études, forcément tu as eu ta première expérience professionnelle. Quelle a été cette expérience ? Alors, première expérience professionnelle après toutes ces études, du coup, c'était dans un cabinet de risques psychosociaux, d'abord en tant que psychologue, plutôt sur une partie d'écoute pour les salariés en difficulté et de conseil managérial pour les managers qui étaient en difficulté, et puis ensuite assez rapidement sur toute la partie conseil organisationnel
Et là, vraiment, conseil global aux entreprises sur les politiques de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux. Et puis après, conseil assez spécifique dans des situations dégradées, de tension, quand il y a des conflits, dans des équipes, dans des petits collectifs. Voilà, pouvoir faire des espèces d'audits, des diagnostics où on va rencontrer les personnes, comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer les choses et pour améliorer aussi le système global pour pas que ça puisse trop se reproduire. D'accord. Et au fur et à mesure de ton parcours, tu l'as expliqué en introduction, tu as eu plusieurs activités qui se sont accumulées, parce qu'aujourd'hui tu as toujours une activité dans un cabinet de conseil pour justement la prévention des risques psychosociaux. Enfin, tu es psychologue donc en interne dans ce cabinet pour les collaborateurs, mais tu as donc d'autres activités. Comment c'est venu au fur et à mesure d'intégrer d'autres facettes à ton parcours, à ton CV ? Donc ça a été l'opportunité, je pense, qui s'est faite à un moment, c'est-à-dire que au bout de quelques années dans ce premier cabinet de conseil, j'étais, je pense, un peu à bout de souffle déjà sur le cœur de métier, sur aussi la dynamique du cabinet de conseil qui me convenait plus, le rythme de travail aussi, parce que je travaillais quand même énormément. Et donc j'ai arrêté à ce moment-là ce cabinet. Et puis j'ai attendu les opportunités. Quand je dis que j'ai attendu, c'est-à-dire que ça arrivait assez vite, mais effectivement je comptais me laisser aussi un petit temps de repos. Et ça s'est fait assez vite en fait, des propositions qui sont arrivées par des réseaux, par des personnes que je connaissais, et donc du coup il y a eu une première activité qui est arrivée, qui était donc celle avec les pompiers, qui n'est pas une activité professionnelle en tant que telle puisque c'est du volontariat, donc c'est très très différent et c'est absolument pas un job en tant que tel. Et puis ensuite, assez rapidement, du coup, de même par les réseaux, mon activité au centre de psychotrauma, qui est un tout petit temps partiel puisque c'est une journée, l'activité donc dans mon entreprise actuelle qui est à peu près à mi-temps, et puis j'avais déjà ouvert mon cabinet à moi, mon cabinet libéral depuis plusieurs années, donc voilà, j'ai continué tout ça, et puis voilà, au fur et à mesure, les choses du coup sont arrivées comme ça. Alors avant d'arriver sur le sujet du cabinet, parce que j'ai quelques questions sur ce sujet, sur les autres activités, tu viens de dire que tu interviens auprès des sapeurs-pompiers. Est-ce que tu peux la décrire, savoir quel est ton rôle globalement pour eux? Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour les personnes qui viennent sauver? Enfin voilà, quelles sont tes missions avec eux? Alors, le rôle des psychologues dans les SDIS, c'est d'être soutien aux pompiers. Donc c'est vraiment pour eux, pour les équipages, quand ils sont confrontés à des interventions particulièrement impactantes. On sait par exemple que les interventions mettent en jeu des morts d'enfants, des dégradations corporelles particulièrement violentes ou des contextes particuliers, des choses qu'on peut voir dans les faits divers qui parfois sont peut-être un petit peu plus impactantes que d'autres, ou quand on intervient pour un collègue par exemple. Ça, on sait que c'est des choses très très impactantes pour les équipages. Donc là effectivement, nous on va être là, soit en urgence pour débriefer ou diffuser les personnels en fonction des besoins, soit pour les accompagner à un court ou moyen terme, si jamais ils en font la demande et s'ils en expriment le besoin. Donc c'est vraiment pour eux sur des situations spécifiques. On les forme également sur tous les sujets de la souffrance psychique des victimes, donc pour les outiller sur les personnes civiles qui vont être amenées à prendre en charge, et puis sur les risques psychosociaux aussi, et puis sur le stress que eux vont vivre. Ça fait partie de la prévention pour eux aussi, pour leur santé psychologique. Et du coup, j'imagine que là, avec tout, finalement, les différentes populations avec qui tu es en contact au quotidien, aussi bien avec les sapeurs-pompiers que pour l'Institut de victimologie, dans ton entreprise ou dans ton cabinet, tu as quand même parfois, j'imagine, affaire à des personnes qui sont en détresse. Comment on le vit, toi, pas en tant que psychologue, mais en tant qu'individu, pour essayer d'absorber toute cette souffrance et pour rester en bonne forme physique et mentale?
Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est important quand on est psychologue, même si on est psychologue, je veux dire, quand on est dans l'activité et qu'on n'est pas soi-même, on est soi-même. C'est ça justement qui est important, c'est de trouver justement le bon équilibre entre rester soi-même, être soi-même, parce que les personnes qui viennent chercher de l'aide ont besoin d'une rencontre et ont besoin d'être bien avec un humain qui est naturel et qui est tel qu'il est avec sa personnalité aussi. Mais pour autant, on est dans un cadre très particulier de métier qui fait que on n'est pas là par exemple pour se raconter, pour partager nos choses personnelles, donc on est quand même vraiment dans une posture très particulière du psychologue qui est très protectrice en elle-même, la posture, parce que du coup c'est une posture qui va mettre en jeu l'empathie, donc c'est-à-dire qu'on reformule et on accueille les émotions des personnes, mais sans la prendre pour nous et sans que ce soit nos émotions qui se mettent en écho, et ça c'est très très important, voilà, de toujours garder un pied dedans, un pied dehors, donc c'est-à-dire qu'effectivement on perçoit les émotions, on les renvoie, mais pour autant ce ne sont pas nos émotions à nous, donc ça c'est très très important et ça nous protège bien dans les entretiens. Et puis après, tous les conseils qu'on peut donner en formation auprès des sapeurs-pompiers, ils sont valables pour nous. Avoir une bonne hygiène de vie, effectivement, ça c'est des choses qui permettent de prémunir de ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire le traumatisme qui va toucher les soignants qui sont au contact justement de la détresse de façon régulière. Donc la bonne hygiène de vie, ça passe par le sport, ça passe par l'alimentation, par le sommeil, par la récupération qui est au-delà du sommeil. Ça passe aussi, à mon avis, pour nous, psychologues, par des espaces de discussion de ce qu'on vit entre nous, entre pairs. Donc ça peut être des intervisions, des supervisions qui sont généralement organisées dans les institutions. Et puis ça passe aussi par un travail psychologique personnel, ou une supervision d'ailleurs personnelle, qui nous permet quand même de reprendre justement les choses qu'on vit, comment est-ce qu'on les a gérées, comment est-ce qu'on aurait peut-être voulu faire différemment, comment on a été surpris de nos réactions parfois, et puis comment on est surpris parfois aussi par nos patients. Donc voilà, tout ça c'est différentes étapes qui permettent d'être bien dans la prévention de tout ce qui pourrait nous impacter nous. Et du coup, un psychologue qui va lui-même voir un psychologue, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, mais est-ce qu'il y aurait des biais particuliers, est-ce qu'il vivrait la thérapie comme un patient, je dirais, lambda ? Alors oui, moi j'ai des patients qui sont psychologues et donc qui viennent pour une thérapie, donc effectivement ça veut dire qu'ils viennent résoudre un problème particulier, donc là ils sont tout à fait dans cette démarche de thérapie. Moi je suis également alors je ne sais pas si on peut appeler ça thérapie, mais en tout cas je consulte un psy régulièrement depuis le début de mon activité professionnelle, même avant, pendant les études, pour évoquer justement l'écho que ça me fait à moi, mon activité professionnelle. Donc effectivement là je suis pas dans résoudre une problématique, résoudre un problème, mais plutôt voilà, au quotidien apporter un soutien aussi sur l'activité. Donc oui ça se fait, ça devrait être le cas de tous les psychologues, de pouvoir être suivi et de pouvoir faire les thérapies quand il y en a besoin sur des problématiques, parce que on est psychologue, on vit la même vie que tous les gens, donc on va être impacté par plein d'événements et plein de choses en dehors de notre vie professionnelle aussi. Donc bien sûr c'est nécessaire, et ça change assez peu de choses en réalité, parce que autant on est très bons conseillers et on est dans notre posture très bon pour aider les personnes, autant pour nous-mêmes on n'est pas dans la posture de psychologue avec nous-mêmes, donc on a besoin que quelqu'un le fasse ce rôle-là pour nous, donc ça c'est important. Merci beaucoup. Si maintenant je continue encore une fois ton parcours, tu as évoqué que tu avais, grâce à des opportunités, tu as ouvert un cabinet en libéral. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, comment tu as eu le déclic pour pouvoir l'ouvrir, un peu revenir sur cette situation? Alors le déclic, ça a été une de mes collègues dans mon premier cabinet qui me racontait régulièrement, elle était installée, elle était tout petit peu plus âgée que moi, elle était installée elle depuis quelques années en libéral, et donc elle me racontait ses histoires avec ses patients, et je me suis dit que c'était vraiment trop cool et que je voulais faire ça. Et donc assez rapidement j'ai
j'aurais parlé à une copine et je lui ai dit est-ce que ça te dit, on ouvre un cabinet, on se lance, on part sur quelque chose en plus de nos activités, à la marge, plus pour du plaisir. Et puis donc voilà, on s'est lancé, on a trouvé un local toutes les deux, et puis voilà, on l'a ouvert comme ça, et ça a commencé tout doucement pendant plusieurs années, parce qu'au début je travaillais à temps plein, et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Et donc là, ce cabinet, il est à Paris, tu l'as monté à Paris. Oui. J'imagine que tu n'étais pas avec ton ancienne camarade là, vous étiez les premiers psychologues sur la région. Comment vous avez fait justement pour vous faire connaître et avoir au fur et à mesure vos patients ? Oui, donc effectivement, en plus on s'est installé dans un arrondissement où l'immobilier était encore pas trop cher et où donc il y avait énormément de psychologues qui étaient installés. Je crois que c'était un arrondissement où il y avait plus de psychologues, on avait regardé sur les pages jaunes. Oui, donc effectivement, comment avoir des patients ? Moi, c'était pas ma problématique au début. Comme j'étais en temps plein, je travaillais et j'avais pas, c'était pas mon activité principale. Du coup, et puis c'était nouveau pour moi comme activité, je voulais vraiment commencer doucement. Donc j'ai eu quelques patients vraiment qui étaient dans le même immeuble, dans la même rue ou qui travaillaient juste à côté. Donc c'était vraiment le ultra local, parce qu'effectivement j'étais pas juste à côté non plus d'un psychologue. Et ça m'a plutôt bien suffi au début, et donc j'ai pas cherché à démarcher, j'ai pas eu ce travail là en tout cas au début. Ensuite il a fallu faire quand même le démarchage quand j'ai revu mon emploi du temps pour développer un petit peu plus le cabinet, et donc là il y a eu un petit peu de démarchage, et puis en fait surtout ça fonctionne avec le réseau, c'est-à-dire avec les autres psychologues qui travaillent dans des institutions, dans des endroits où ils doivent orienter les personnes. Et ça, c'est des personnes que je rencontre dans des formations. Je fais beaucoup de formations, donc je rencontre beaucoup de psys qui travaillent dans des services différents, dans les formations, dans les jobs, du coup, les anciens collègues, les choses comme ça. Et puis voilà, le réseau se fait comme ça. Et là, tu as évoqué que beaucoup de personnes, finalement, choisissent aussi leur psychologue parce que le cabinet se trouve à côté de chez eux. Est-ce qu'au tout départ, dans ton introduction, tu as évoqué une de tes spécialités ? Est-ce que c'est important ça, de marquer sur sa plaque ? Est-ce que c'est important pour les personnes qui vont rechercher un psychologue ? Est-ce qu'elles vont faire attention à cette spécialité ? Alors oui et non. Je ne sais pas si c'est important de le marquer sur sa plaque, parce que je pense qu'en libéral, pour le coup, on est plutôt très généraliste, donc on cherche généralement pas trop à faire un seul type de problématique. Mais par contre, les personnes, effectivement, peuvent chercher des orientations particulières, des spécialités des thérapeutes particulières. Donc ça peut être quand même intéressant de les présenter au moins sur un espace type site internet ou sur une présentation quelque part. Maintenant, voilà, les personnes, il y a aussi beaucoup de... donc il y a la spécialisation sur le type de clinique que je fais, il y a aussi des spécialisations sur les outils, il y a beaucoup de thérapies, beaucoup d'outils en psychologie, et je pense qu'il y en a tellement que les patients sont plutôt perdus avec tout ce qui existe, à savoir si jamais c'est adapté pour eux ou pas. Donc ça, je ne sais pas si le fait de le mettre en avant, c'est nécessaire non plus, en sachant que du coup il y a des personnes qui viennent pour un outil particulier, mais voilà, moi je pense que je préfère voir avec les personnes ce dont elles ont envie. Et justement, tu viens de le dire, il existe une multitude de thérapies, et ça peut être compliqué parfois pour les personnes qui recherchent un psychologue de s'y retrouver parmi l'ensemble de ces thérapies. Est-ce que toi tu as un conseil pour les personnes justement qui recherchent un psychologue, et comment s'y retrouver parmi toute cette offre ? Alors il y a différentes stratégies, soit effectivement on ne sait pas trop quel type de thérapie ou quel type de choses on aurait besoin, et dans ce cas il faut essayer, il faut regarder sur les pages jaunes, sur les annuaires, sur internet, sur Google, voir les psychologues effectivement là où ça nous arrange, parce que c'est vrai que si on a 1h30 de route à faire, concrètement la motivation elle va être un petit peu entachée, donc regardez et puis rencontrer les professionnels, et ce qui va faire le travail c'est l'alliance thérapeutique, c'est ce qui va se passer avec le professionnel, donc ça il faut le rencontrer pour savoir si ça passe ou pas, et puis si ça passe pas, il faut pas s'entêter et il faut chercher quelqu'un d'autre assez vite. Si par contre on a entendu parler de certaines techniques qui nous paraissent vraiment adaptées, qui nous parlent bien, où on sait que ça va être quelque chose qui est bon pour nous, dans ce cas il faut aller regarder sur les annuaires des associations
associations qui forment à ces techniques-là. Donc pour les TCC, l'association par exemple française de TCC, pour le MDR, l'association MDR France, pour l'ICV de même, il y a un annuaire. Donc voilà, ça se trouve sur internet, et quand on sait la technique qu'on veut, du coup on peut aller chercher sur ces annuaires-là. Il y aura tous les professionnels qui ont suivi les formations. D'accord. Et du coup qui proposent les thérapies en fonction de ça. Donc différentes approches en fonction de ce qu'on recherche, mais voilà, des fois aussi c'est important d'avoir une vraie confiance dans la compétence du thérapeute, et donc des fois on aime bien avoir une recommandation, que ce soit de la part d'un médecin, que ce soit de la part d'un ami ou de quelqu'un. Donc pourquoi pas aussi, si jamais c'est le biais et c'est l'entrée, il faut de toute façon essayer. Donc, et tu viens de dire qu'il est important d'avoir un bon feeling, si on peut dire ça comme ça, avec le thérapeute. Au bout de combien de temps on peut se rendre compte ou pas? Parce que si par exemple la première fois avec le thérapeute je me sens pas très bien, est-ce que je dois me dire ok, j'essaie la deuxième fois? Enfin, au bout de combien de temps je dois me dire si cette relation elle peut continuer? Alors, tout dépend à quel point on a l'habitude de faire confiance ou pas à son instinct. Si dès la première rencontre, on sent qu'on n'est pas très très en confiance, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux écouter ça. Maintenant, si jamais c'est une répétition, avec beaucoup de gens dans la vie, je me sens pas à l'aise, là peut-être qu'il faut se laisser un petit peu de temps. En tout cas, il faut en parler à la personne pour voir justement ce qu'on fait ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, voilà, si jamais on se sent jugé, pas compris dès la première séance, je pense qu'il vaut mieux changer de personne. D'accord, entendu. Alors je vais revenir un tout petit peu sur la manière dont tu as monté le cabinet. D'un point de vue administratif, quelles sont les démarches que tu as dû effectuer justement pour lancer le cabinet? Alors d'un point de vue administratif, c'est assez simple du coup, quand on se lance comme ça en tout cas, j'étais auto-entrepreneur, j'y étais déjà parce que je faisais déjà des missions pour des entreprises à mon compte, et donc du coup voilà, la grosse démarche c'est surtout ça. L'autre partie des démarches pour lancer le cabinet, c'est les assurances du local, et c'est globalement tout, donc c'est assez rapide en fait, hein. Au niveau administratif ça va très vite, et auto-entrepreneur c'est une gestion qui est très simplifiée, donc c'est quand même très pratique ensuite. Et là j'imagine que tu l'es, après plusieurs années, j'imagine que tu n'as plus ce statut-là, tu as changé de statut. Ensuite, est-ce que tu t'es fait accompagner par un avocat, un comptable pour pouvoir justement changer de statut? Donc effectivement, moi j'ai changé volontairement de statut, j'avais pas atteint le quota qui faisait que je changeais directement de statut, parce que j'avais beaucoup de charges avec le loyer que j'ai repris à ma charge intégralement. Donc je suis passée en libéral, au régime réel, et je l'ai fait toute seule, effectivement, une démarche un petit peu plus longue, mais en renseignant sur internet, on arrive à tout, et puis on est obligatoirement, pour ne pas être majoré sur nos impôts, on doit adhérer à une association de gestion agréée, donc ce sont des associations qui relisent nos comptas et qui font le lien avec l'administration, et donc ces associations peuvent répondre à nos questions de comptabilité, et nous forment aussi, elles proposent des formations à la comptabilité de trésorerie, donc j'ai suivi ça, et du coup je fais ma compta aujourd'hui toute seule. Donc plusieurs compétences à ton arc. Voilà. Aujourd'hui, tu disais tout à l'heure que tu as plusieurs activités grâce à différentes opportunités. Aujourd'hui, comment tu arrives à maintenir un certain équilibre avec justement tous ces différents jobs ou autres missions que tu peux avoir? Alors aujourd'hui, mon activité professionnelle, elle est dense, elle se base déjà sur 6 jours sur 7, donc c'est vrai que c'est dense, faut être prêt avec ça. Moi je suis très à l'aise depuis que je suis étudiante, hein, je bosse 6 jours sur 7, donc voilà, c'est une habitude à prendre, je pense. Maintenant l'équilibre il se fait avec pas mal de choses.
moi j'ai une activité sportive aussi régulière qui me permet d'évacuer pas mal de choses et de rester en forme physiquement, je pense quand même. Et puis une activité sociale. Je vois mes amis, je mets un point d'honneur à ne pas être frustrée dans mes sorties à cause du travail. Donc voilà, même s'il y a beaucoup de travail, je garde en tête de garder un équilibre avec aussi ma vie perso. Ça c'est très important. Est-ce que du coup tu aurais une semaine un peu type, dans le sens est-ce que c'est très rythmé, chaque jour a son activité, quelles que soient les semaines, ou finalement selon les mois ou les semaines ça peut changer? Alors ça peut un petit peu changer, mais effectivement j'ai quand même une semaine type parce que j'ai quand même très clairement des contrats qui sont des journées fixes, des lieux fixes. Donc la semaine est plutôt fixe, elle se répète plutôt, et voilà, il y a des changements à la marge en fonction des missions, des activités et des pics d'activité pour certaines activités. Mais voilà, c'est plutôt la régularité, c'est ce qui permet aussi d'autant plus l'équilibre quelque part, parce que les choses qui se répètent et qui tombent dans une routine, c'est plus facile à gérer quelque part. Et comment tu fais justement quand tu as un job en particulier, de n'être concentré que sur celui-là et de ne pas penser à ce qui va se passer demain ou après-demain? Alors, je ne le suis pas concentrée sur le job quand j'y suis, rarement en tout cas. Je m'autorise une grande liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, même si mon emploi du temps est assez fixe, dans ces plages d'emploi du temps, voilà, si jamais j'ai besoin de faire des mails, de faire des écrits, de passer un coup de fil, j'attends pas d'être dans la bonne plage horaire, et donc ça, je le fais au fur et à mesure. Ça ne m'empêche pas, à mon avis, de rester concentrée quand même sur les activités. C'est vrai que je suis un peu... dans la même semaine, j'ai vraiment ces 5 activités quasiment en permanence en tête. Et est-ce qu'il y a une activité en particulier qui te génère des difficultés? Ou celle qui te génère le plus de difficultés, disons? Est-ce qu'il y en a une? Je pense que l'activité qui aujourd'hui me génère le plus de difficultés, c'est l'activité qui est associative, qui est dans une association. Il y a un contexte de travail qui est très dense, un rythme de travail avec des consultations qui s'enchaînent. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être la difficulté à gérer ça, parce que ça fait qu'il y a assez peu de respiration, du coup, par exemple, dans une journée. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît autant d'avoir comme ça plusieurs missions, plusieurs jobs? Et alors, ce qui me plaît autant, c'est que j'aime beaucoup la curiosité, je suis très curieuse et ça répond du coup à ce besoin de curiosité, dans le sens où je suis en proximité de populations très très différentes, très variées, avec des cultures très différentes, et donc ça m'enrichit toujours d'une activité à l'autre de plein de choses. Donc ça, c'est ça qui fait aujourd'hui que ça reste du coup une passion, c'est que j'ai justement toutes ces problématiques un petit peu différentes, ces populations différentes qui m'apportent beaucoup du coup au niveau de la curiosité intellectuelle, de beaucoup de choses, donc c'est surtout ça. Et j'ai une dernière question pour clôturer notre conversation. Est-ce que tu peux me dire la dernière fois que tu as pris ton élan? Et donc la dernière fois que j'ai pris mon élan, pour moi je pense que c'est dans ma relation de couple, qui est du coup le sujet où j'avais peut-être encore pas mal d'angoisse ou pas mal de difficultés. Et donc voilà, ça a été le dernier sujet où j'ai pris mon élan, ou en tout cas le dernier sujet récent où j'ai pris mon élan. Merci Véronique d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis à bientôt. Merci à toi Amélie. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que vous avez trouvé inspirante cette première conversation. Vous trouverez dans les notes quelques informations supplémentaires, comme les études que Véronique a suivies, mais également les quelques thérapies dont elle a parlé, telles que les TCC, thérapie comportementale et cognitive, l'EMDR, la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, ou encore l'ICD, intégration du cycle de la vie. Encore merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à partager, à commenter, et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Élan.